Shiva, le spécialiste du ménage et repassage à domicile depuis 20 ans, présente Sud Radio 7 Excellent, Judith Belair. Bonsoir les copains, c'est Excellent et c'est votre émission du dimanche soir sur Sud Radio à 19h. J'ai déjà eu le plaisir de le recevoir l'année dernière. Ce soir en studio pour vous, un de ceux qui ont rendu incontournable la culture hip-hop en France, qui l'ont fait exister tout simplement, une légende, une légende. Selon DJ Snake, il est DJ et producteur à l'international. Mes chers auditeurs, c'est bien Cut Killer qui est sur Sud Radio avec vous pour venir vous dire un peu de son histoire, celle qu'il nous raconte d'ailleurs dans son livre anthologique Mixtape 2.0, tout juste sorti chez Robert Laffont. Perso, ça m'a rappelé quelques souvenirs. Bonsoir Cut Killer. Ça va ? Ça va et vous ? Très bien. Il est à la tête du groupe qu'il a lui-même créé, dont le succès ne démord pas. Eric Haddad est un entrepreneur très actif et déterminé, il va de soi. Il a inventé une solution pour l'emploi, et pas n'importe laquelle. Vous connaissez tous les divers sites de rencontres amoureuses. Eh bien, il existe une solution similaire pour l'emploi, c'est Connect, le groupe du travail temporaire dont l'application est son dernier bébé. Je vais lui demander, pour vous évidemment, comment on fait marcher un projet et aussi ce que ça implique, l'esprit d'entreprendre. Bonsoir Eric Haddad. Bonsoir. C'est Excellent sur Sud Radio, chers auditeurs, vous êtes ici chez vous. Ah, merci. J'attendais. Quand même, ça s'appelle une entrée en matière. Et alors ça mixe à un moment donné, on va y arriver. Et voilà, ça c'est du Cut Killer, ça. Voilà. Cut Killer, rebonsoir. Oui, vous ne vous trompez pas, c'est bien vous, quand on entend mixer a priori. Effectivement. Et c'était lors d'une soirée au profit du Secours populaire d'Île-de-France au Palais de Tokyo que vous avez fait ça. Exactement, et comme vous avez adoré la boxe, mais aussi avec Eric, j'ai compris que Rocky était de circonstance. A priori, ouais. Ça tombe très bien. C'est moi qui l'ai choisi en même temps. Oui. J'ai choisi cet extrait aussi parce qu'il résume bien votre signature de mix, dont l'exemple le plus connu, Cut Killer, est le fameux, celui entre Edith Piaf et KRS-One dans La haine, le film de Mathieu Kassovitz. Cut Killer, l'art de mélanger les genres, c'est un peu votre colonne vertébrale finalement. Ça fait la base, quoi. Oui, c'est la base. J'ai grandi avec, en tout cas, quand on est jeune, on est multiculturel dans la famille. On écoute de la musique orientale comme la musique hip-hop, rock, pop, soul, funk, et puis l'idée de mélanger tous ces styles, ça venait pour moi en tout cas. Ça coulait de source, quoi. Ça coulait de source, ouais, ça pouvait pas être autrement, en fait. Ah ouais, moi j'ai grandi comme ça, et c'est surtout que j'ai vécu avec un DJ qui s'appelle Funk Masterflex aux États-Unis. Oui, bien sûr. Et cette histoire de diversité où il te disait, tiens, mais il faut que tu joues absolument de tout, parce que on était assez extrémistes quand on était jeunes. On défendait le hip-hop, on prenait le hip-hop, on se disait qu'on devait jouer, on était des puristes. Et finalement, ça m'a permis de m'ouvrir beaucoup plus grâce à ce style qui est Cut Killer finalement aujourd'hui. Ouais. Alors votre jeunesse, elle est éclectique, elle est biculturelle. Il y a déjà la France et le Maroc, et puis votre jeunesse dans le Paris haut en couleur des années 80-90. Vous nous la racontez d'ailleurs dans votre livre Mixtape 2.0 qui vient de sortir chez Robert Laffont, que vous avez coécrit avec Julien Sivange. Quand on vous lit, on se dit que vous avez accompli votre destinée en fait, Cut Killer. Pas du tout, on vient de commencer. L'idée, c'est qu'à 51 ans, on essaie de trouver autre chose. Ça fait une dizaine d'années qu'on est passé sur un autre cap. Au tout début, quand j'ai découvert cette culture et ce mouvement, en fait, quand j'allais à New York, je me disais toujours, on a 10 ans de retard. On a relativement rattrapé ces 10 ans. On est toujours en retard ou pas ? On est toujours en retard. Bien sûr, on est encore en retard. Quand je sors ce livre, par exemple, c'est de se dire qu'on passe à un 2.0. Le 2.0, c'est, à l'époque, c'était la cassette et le mixtape pour pouvoir m'introniser en fait dans ce mouvement. Et aujourd'hui, on est sur de la littérature pour enchaîner sur finalement des plateformes, sur des films, sur des séries, sur d'autres productions. Ce que vous avez toujours voulu faire aussi. Exactement, mais on faisait beaucoup de choses déjà sur le terrain, et là on est sur un autre cadre, et on a encore... je pense une bonne dizaine d'années de retard par rapport aux États-Unis. Là, on vient d'arriver avec sur Arte Le Monde de Demain, une série sur le mouvement hip-hop, et le sur film NTM de Suprême aussi. Et en fait, eux, ils en sont à peut-être 100-150 films et séries dans le cadre de ce mouvement et de cette culture. Qui est devenu complètement mainstream aujourd'hui, en fait. Exactement. Et donc, du coup, on a quand même un train de retard. Alors, effectivement, la nouvelle génération, comme Soprano, Orelsan ou Gims font des documentaires, même des films aussi. IAM continue son fer de lance avec tout ce qui concerne en fait le pôle du film et de la musique. C'est la transformation qui suit, quoi. Transformation, on est encore un petit peu en retard. Donc du coup, je me dis... Vous n'êtes pas en retard, vous, Cut Killer ? Comment ça
On est toujours à l'heure. On Alors, essaye. Cut Killer, pour vous, chers auditeurs, quand même, c'est 35 ans de carrière, 5000 soirées, plus de 5000 soirées, 20 000 heures de mix live, 52 000 vinyles collectionnés, 3500 heures d'antenne, 3 émissions de radio au moins, 1 million de disques passés, 1 milliard de scratch, 3 millions de passe-passe de cut, 500 kilos de scotch, 10 millions de corps mis en mouvement sur plus de 3000 clubs répartis sur 5 continents. Sinon, ça va ? Ça va, mais c'est rien, parce qu'au final, quand on voit des DJ comme David Guetta ou Snake, ou encore une fois le principe de tous ces DJ, enfin, en tout cas nous, oui. on a commencé fin 80. J'imagine bien qu'il y en a qui ont commencé dans les années 70, mais au-delà de ça, c'est pour moi, c'est une passion, donc du coup, j'ai pas trop calculé. C'est au moment où j'ai écrit le livre on a fait le calcul, on a fait ah oui quand même. Et alors, comment vous avez calculé les 3 millions de passe-passe de cut parce que vous les avez vraiment tous comptés, vos cuts, Cut Killer ? On les a pas comptés, on a fait approximativement, on s'est dit que ça donnait ça, parce que quand on s'entraîne par exemple pour un championnat pendant une année, on s'entraîne peut-être 5 à 6 heures par jour. Ça veut dire que déjà en une journée, déjà t'es facile dans les 5 à 6 000 mouvements. C'est beaucoup plus que 3 millions en fait, excusez-moi de vous le dire. Oui, c'est un chiffre qui est largement en deçà. Après, à un moment donné, je me suis lassé du passe-passe. J'en ai fait moins. Cut Killer, on l'a compris, vous avez mixé dans le monde entier et pas pour n'importe qui. On vous écoute. Enfin, on écoute. Well, you know we can't have a party without a DJ. We're gonna have this be a big fiesta tonight. And I brought my DJ Cut Killer along on the 1 and 2s. He represents Paris. Give it up for Cut Killer. Give him a round of applause. Puff Daddy qui ovationne Cut Killer sur Sud Radio, les copains, quand même. European Music Award à l'époque, effectivement, j'ai eu la chance de rencontrer cette icône, cette personne qui m'a donné aussi la motivation d'être entrepreneur. C'était au début en plus. Hein. Ouais. Là, on est là en 2003. Ouais, c'était pas loin du début, quoi. Ouais, j'ai commencé en 89. J'ai un background. Mais au-delà de ça, c'est vrai que de se retrouver dans cette configuration avec une star mondiale qui t'intronise en te disant tu vas être mon DJ européen pendant 3 ans. Je dis ouais, c'est extraordinaire. Et surtout que je me suis pas arrêté à ça. Je trouvais ça assez intéressant parce que comme on en parlait tout à l'heure, on n'a pas de mentor, et finalement lui, il s'est retrouvé en fait en mentor pour moi aux États-Unis. Votre mentor, c'est Puff Daddy, quoi. À un moment, puisque juste avant c'était Masterflex, le numéro 1 DJ. Et maintenant américain. vous en avez un encore ou pas? Moi aujourd'hui, j'ai toujours c'est vous, votre propre mentor? Non, je suis pas mon propre mentor, il est hors de question. J'ai toujours des inspirations, des inspirations, et surtout des amis et des gens que je vois comme des ils m'illuminent chaque jour, parce que j'apprends beaucoup encore aujourd'hui, et on apprend toujours, même en termes de mix, même en termes de musique, on apprend tous les jours, et si chaque jour on peut apprendre des choses, c'est extraordinaire. Mais c'est mon cheval de bataille. C'est un peu le secret, quoi. Ouais, c'est mon cheval de bataille. Cut Killer, avant la parole, il y avait la musique pour vous, évidemment. On vous écoute encore un peu. Le rythme racaille du CO pour un freestyle. C'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, hein. C'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Oui, je tue avec la complicité du verbe, une spirale de lettres saccadées de l'alphabet. Akhenaton avec son style de fou, boupou. Un trou si tu nous joues de voyou. La haine. C'est obligé. La haine, forcément. Akhenaton au tout début, parce qu'effectivement, le groupe IAM m'a beaucoup influencé, surtout. On est encore là! J'étais obligé de le mettre. Oui, après il y a Joey, bien sûr. Vous êtes bien sur Sud Radio, vous venez d'entendre Cut Killer en 3 versions. Alors il y a la toute première cassette freestyle de rap français, quand même. C'est pas n'importe quoi, hein, avec Akhenaton, d'IAM. C'est le Cut Killer Freestyle volume 1. Qu'on ressort en vinyle d'ailleurs. D'accord, c'est sorti en 95, ça. Exactement, 95. Parce que on avait la compilation Rap Attitude qui a donné d'une certaine manière place au rap, avec des groupes comme IAM, comme NTM, comme Tonton David et autres. Et en freestyle, ça n'avait jamais été fait. Et je me suis dit qu'en 95, ça pouvait être très intéressant de faire une mixtape freestyle, parce que les cyphers, comme on dit aux États-Unis, existaient déjà. En France, pas trop. Et donc, du coup, j'ai Vous êtes le premier à avoir fait ça, en fait. Hein, j'ai essayé. À l'avoir concrétisé, en tout cas. Exactement. Et puis il y a eu la BO de la haine, qu'on a entendu, évidemment, le film de Mathieu Kassovitz, qui a fait de vous le premier DJ hip-hop star en France, on peut se le dire quand même. Hein. C'est un peu le film qui vous propulse. Ouais, enfin au départ non, parce que
c'est au niveau de la cassette vidéo. C'est au moment où les c'est gens. la VHS. C'est la VHS. D'accord. Parce qu'au départ, quand le film est sorti, les gens ils voyaient pas la relation. Moi j'ai surtout couru après, au cinéma. Mais c'est vrai que ce film-là, il est encore aujourd'hui c'est mythique. marquant. Et puis ça touche toutes les générations comme vous le faites d'ailleurs. C'est rare les gens qui ont passé, on va dire, l'âge des 20 ans, 25 ans, 30 ans et qui touchent encore ce public-là justement. Et on espère en 2024 de créer encore cette dynamique parce qu'il y a une comédie musicale qui va être créée avec justement aussi Mathieu Kassovitz, metteur en scène. Et dont je vais faire la musique, oui, une comédie musicale hip-hop, qui sera la scène musicale début 2024. À Boulogne. Ouais, voilà. Chez vous. Non, c'est pas chez moi. Je suis très parisienne, moi. Et même si on adore la France sur Sud Radio et toutes les régions de ce beau pays. Cut Killer et Joey Star aussi, dans un de vos nombreux mix ensemble. Ouais. C'est un peu un travail de famille, Family FR, tout ça. Non, mais pas du tout au départ. Ouais, c'est ça qui est drôle. C'était les autres. Saint-Denis, nous on traînait avec les gars de Saint-Ouen. Oui, c'était Saint-Ouen, ouais. Donc du coup, mais c'est la vie a fait que nos chemins se sont croisés parce que retrouvés, je sais pas, mais en tout cas trouver, pardon. Ouais. Sont croisés parce que effectivement ça coulait de source et que j'ai une haute estime du travail de Joey et surtout que il fallait qu'on trouve des atomes crochus operandi à un moment donné, quoi. Oui, exactement. Ouais. Fallait que ça le fasse, quoi, à un moment donné, c'était pas possible. Et ça le fait encore aujourd'hui, puisque je fais la musique de pratiquement tous ces projets, de Suprême le film d'Audrey Strugo, cette petite musique, un seul en scène avec Clarisse Fontaine. Qui est bientôt le 5 décembre à Paris. Le 5 décembre, exactement, à Paris, et puis Le Remplaçant sur TF1, et on a signé la saison 2 aussi, donc du coup, on travaille beaucoup ensemble. Ouais. Bravo, comme quoi il fallait se rapprocher, quoi. Ouais, malgré tout, à un moment donné. Vous travaillez souvent en famille et vous en avez lancé aussi des artistes. Il y a aussi le 113, on s'en souvient. Ouais. C'est comment que vous choisissez un groupe c'est par affinité? Enfin, 90, il n'y a pas d'affinité, c'est surtout par le choix, en tout cas, de notre génération. Ouais. Parce que les lyrics, les paroles sont très importantes. Il faut que ça ait du sens. Et eux, ils en avaient, quoi. Et c'est vrai que Fab et 113, qui sont issus de la street, de la rue, en fait, nous donnaient en fait des codes pour les gens lambda, de savoir qui ils étaient, d'où ils venaient et pourquoi on était là finalement. Donc ça donnait des infos, quoi. Ah ouais, complètement. C'est pour ça que ça marchait. C'était très important pour moi d'avoir des gens avec du coffre et des paroles. Eh ben, Sud Radio, c'est bien excellent. Aujourd'hui, on le prouve, en compagnie de l'icône des DJ du hip-hop français, DJ Cut Killer, et puis d'un entrepreneur à la vision rayonnante. Vous allez voir, le créateur de Connect.fr, Eric Haddad. Surtout, restez là. Nous, on revient tout de suite. Shiva, le spécialiste du ménage et repassage à domicile depuis 20 ans, présente Sud Radio, c'est excellent, Judith Belair. Merci d'avoir choisi Sud Radio, c'est excellent et vous êtes chez vous avec le DJ et producteur de talent, Cut Killer, et l'entrepreneur convaincu à la tête de Connect, myconnect.fr, Eric Haddad. Alors Eric Haddad, vous êtes donc à la tête du groupe Connect, qui est spécialiste du travail temporaire et qui existe depuis 2006, c'est bien ça. Et vous nous proposez une nouvelle manière de trouver des employés ou du travail, pour ceux qui en cherchent. En effet, Connect, c'est un site de rencontre, c'est un peu Tinder, mais version professionnelle. Tinder de l'emploi. C'est ça? Oui, tout à fait. C'est comme ça que vous l'avez réfléchi, le truc? Oui, en fait, on l'a réfléchi. Alors, tout d'abord, avant de parler effectivement de mon application, je voulais quand même exposer le fait que j'étais heureux de rencontrer effectivement donc DJ Kid Killer, qui au-delà de ce qu'il représente par rapport à toute la partie musicale et son histoire, j'ai eu la chance de déjeuner tout à l'heure avec, et au-delà de ça, le sentiment que j'ai, parce que je suis très en fait dans l'affinité, et il transmet des vraies valeurs, et je pense que c'est quelqu'un qui est resté en fait humble. Et vous êtes un peu comme ça aussi, c'est pour ça que vous êtes là tous les deux. Non mais c'est vrai, je voulais le dire parce que c'est vrai que c'est aussi ma façon de fonctionner, et je pense que quand on a la chance d'avoir, j'ai pas le même succès parce que je suis pas dans l'univers musical. Vous avez un beau succès aussi, j'ai mon succet entrepreneurial, puisque comme je le disais pour rigoler, je suis pas un serial killer parce qu'on a DJ Killer en fait, mais un serial entrepreneur, et c'est vrai que quand on a des valeurs comme ça que moi en tout cas je souhaite mettre en avant, et j'ai la chance de l'avoir rencontré parce que ce sont ces valeurs-là, et il sait d'où il vient, et il est resté exactement dans sa façon d'être, en tout cas, même si je le connais pas depuis comme toi, comme vous ou comme toi, tu peux le connaître, je sais pas si on doit se voir ou se tutoyer. On se voit à la radio. On se voit à la radio, madame. Donc, voilà, oui, mais moi, ça remonte à ma prime jeunesse, comme ça, mes auditeurs sauront tout. Voilà, c'est exactement bon. Donc, en tout cas, voilà, c'était juste important. Alors, pour revenir sur le Tinder de l'emploi, quand même, parce que ça m'amuse bien, moi. Connect. Alors, en fait, Connect aujourd'hui, donc, pour présenter, en fait, Connect. Surtout. Alors, d'abord, en fait, c'est que nous, au départ, on est effectivement dans l'intérim classique.
Donc c'est quoi l'intérim classique? Vous avez des boutiques, des bureaux, on passe des annonces, les candidats qui cherchent du travail viennent chez nous, s'inscrivent, on essaie d'identifier effectivement ce qu'ils sont capables de faire et à ce moment-là, donc on leur trouve du travail. Moi j'ai bien aimé cela quand j'ai créé cette structure en 2006, en fait tout simplement parce que l'intérim allie le business et le social. Et l'humain, du business et l'humain, exactement. Parce que du business, j'en ai fait beaucoup, des entreprises, j'en ai créé beaucoup, j'en ai encore aujourd'hui beaucoup que je gère. Et c'est vrai que l'intérim, en fait, cette notion d'humain, de social. Donc, on a démarré cette activité. Il s'avère qu'aujourd'hui, on est tous confrontés à un vrai problème de recrutement. De pénurie, de recrutement, de gens etc. qui trouvent pas de travail aussi. On s'est dit aujourd'hui, comment on peut accélérer le mouvement, en fait, pour pouvoir... en créant l'application. Exactement. Donc, on a créé l'application myconnect.fr qu'on peut télécharger tout simplement donc sur l'Apple Store et sur toutes les plateformes, on peut télécharger l'application. Et ce qui est assez fou, c'est que c'est instantané. C'est-à-dire que instantané. Voilà, ça vous matchez ou vous matchez pas. C'est ça. C'est l'idée, c'était des sites de rencontres. C'est-à-dire que sur un site de rencontre, vous dites j'aime bien les blondes, j'aime bien les brunes, j'aime bien ci, j'aime bien ça, ou j'aime bien les bruns, ou j'aime bien les ceci. Puis à un moment donné, tous les critères match, et puis on vous met en rencontre. Mais là, c'est la même chose. Le candidat il y a des mots-clés, quoi. C'est ça. C'est un algorithme en fait qui a été développé, qu'on essaie d'améliorer par l'IA, par l'intelligence artificielle. Et donc en fait, le candidat met son CV ou met ses caractéristiques et son expérience. Le chef d'entreprise qui cherche en fait un collaborateur met aussi donc le profil. Et là, à un moment donné, ça match. Et quand ça match, on dit OK, est-ce que tu es OK pour travailler avec lui? Oui. Si c'est fait, le gars va faire sa mission. Il y a un rendez-vous avant ou c'est non, c'est du direct. C'est du direct. Donc il va directement en mission, il fait sa mission, le chef d'entreprise remplit ses heures. Nous, on émet la facture et on fait la fiche de paye en fait de l'intérimaire. C'est vous qui faites ça? Ah oui, tout à fait. Parce donc qu'en fait, vraiment, vous continuez le job de l'agence intérimaire sur l'application. Exactement. En fait, c'est ce qu'on appelle l'intérim digital. D'accord. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'un intérimaire est salarié par notre entreprise. Par exemple, au planning de ce matin, on avait 1498 intérimaires sur toute la France. Donc on fait travailler 1498 intérimaires à l'heure où je vous parle. Alors justement, là-dessus, vous avez 1498 intérimaires, mais vous avez aussi, donc Connect, c'est 34 agences sur toute la France qui couvrent 7 secteurs, le bâtiment, le transport, la logistique, le tertiaire, le médical, la restauration. Tous ces secteurs-là, ils connaissent une pénurie d'employés, on en entend beaucoup parler en ce moment, alors que le chômage, il est toujours très 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 présent en France, on le sait aussi. Alors comment est-ce que vous expliquez ça? Comment ça se fait qu'il y a autant de demandeurs et autant de gens qui trouvent pas alors qu'ils veulent? Alors en fait, il y a plusieurs réponses à ça. En fait, tout dépend des secteurs d'activité. Par exemple, aujourd'hui, le secteur d'activité, ce qu'on appelle CHR, café, hôtel, restaurant. En fait, pendant la période du Covid, il y a beaucoup de gens en fait qui ont changé de vie, qui se sont dit tiens, en fait, j'ai plus envie de travailler le soir. Tiens, j'ai vécu là, enfermé avec ma famille, j'ai vu d'autres valeurs. Donc, on décidé en fait de faire autre chose. Donc, on s'est retrouvé dans ce secteur d'activité avec des pénuries. Mais aujourd'hui, vous dites un gars, tiens, tu veux venir serveur, tu vas cuisiner, laisse tomber, je veux pas rester jusqu'à 2h du matin ou je veux pas. Ou alors il faut des très très bons salaires, quoi. Ou alors il faut des très très bons salaires. Mais bon, le problème de salaire, on en reparlera, parce qu'aujourd'hui aussi, l'entreprise vit un vrai problème, quoi. Avec tout ce qu'on est en train de dire aujourd'hui, on a l'énergie qui explose, on a des frais fixes qui explosent. Derrière, on est obligé aussi... C'est vrai pour tout le monde, autant pour les patrons que pour les employés. C'est exactement ça. Donc en fait, aujourd'hui, on a un vrai problème, et surtout, c'est que, alors on dit qu'il y a beaucoup de chômeurs, il y a à peu près 9% de chômeurs, mais il y a des gens qui ont envie de travailler, parce qu'il faut pas croire que chaque chômeur veut rester chez lui, etc. C'est comme tout. Les gens veulent travailler. Sauf que des fois, ils sont confrontés dans des secteurs d'activité qui leur correspondent plus. Donc, aujourd'hui, ce qu'il faudrait quand même envisager, je pense, c'est qu'avant, vous savez, il y avait un problème de mobilité. Vous disiez aux gens, tiens, j'ai du boulot dans le sud de la France. Les gens te regardaient, ils disaient non, mais attends, je bouge pas, moi je reste en Ile-de-France, je bouge pas. Il y a le télétravail aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui ils y vont. Aujourd'hui on y va. Ah, ils y vont plus facilement. Aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Les gens ils bougent plus facilement. La mobilité a été. La mobilité a été complètement modifiée, ça bouge sans aucun problème. Par contre, aujourd'hui, tu dis à un gars, essaie de trouver peut-être un autre métier pour te convertir. Le mec il va dire, non, j'ai pas trop envie, quoi. Et donc ça pose un problème aujourd'hui. Et alors que à ce sujet-là, vous avez poussé un coup de gueule il n'y a pas très très longtemps. Je voudrais quand même qu'on en parle. Suite entre autres à la grève des employés de Total, qui demandait une augmentation de salaire et qu'on commençait à continuer à faire la grève après l'avoir eu, 7%. Et vous disiez que les patrons aussi pourraient faire la grève. Mais vous voyez ça comment en fait? En fait, je vais vous dire, c'était avant tout un vrai coup de gueule. C'était un ras-de-bol. C'était un ras-de-bol parce que je me dis à chaque fois, on est confronté toujours à la même problématique. C'est toujours les patrons, en fait, qui sont responsables de tout. C'est toujours les patrons qui en prennent plein la gueule. Mais à un moment donné, comme je le disais dans différents plateaux, nous, on n'est pas des patrons du CAC 40, quoi. Nous, aujourd'hui, on est des entrepreneurs. On est des entrepreneurs, on est des patrons de grosses PME. On vit
avec nos collaborateurs. Puis aussi les TPE, moi, je peux vous dire qu'aujourd'hui, j'ai 200 personnes en permanent. Je ne parle pas des intérimaires au sein de l'intérim. 1498. Je peux vous dire que je les connais tous. Ouais. Parce qu'au-delà de ça, c'est des familles que je connais. Ouais. C'est des familles. Le matin, quand je circule, je vois, je salue tout le monde. C'est une sacrée responsabilité, quoi. Oui, c'est une responsabilité parce que le matin, vous vous levez, vous dites, j'ai 200 salaires à faire, j'ai les charges sociales à payer, j'ai ceci, j'ai cela. Et quand on se retrouve dans une situation où on avait peut-être une centaine de personnes qui bloquaient et qui mobilisaient tout le pays en prenant en otage tout le monde, parce que ce qu'il faut se dire, c'est que ils prennent aussi en otage les salariés, les salariés, parce que combien de gens qui ont envie de travailler, ont envie de se lever le matin et ils sont pas concernés. Et après, j'étais même plus loin parce que à un moment donné, j'ai dit stop, parce que j'étais même un peu direct. Alors ça a pas plu à certaines personnes. La CGT, je veux bien, les syndicats, je veux bien, mais soyons intelligents. Je veux dire, allons prendre des cours. En fait, je demande aux syndicats, avant de devenir syndicalistes, d'aller se former, aller prendre des cours en Allemagne. Aujourd'hui, les syndicats allemands, en fait, sont dans la négociation, la discussion avec les salariés et les chefs d'entreprise. En France, la CGT, c'est de la confrontation. C'est je discute pas, je bloque. Ça. C'est une tradition, mais je pense qu'à un moment donné, il faudrait peut-être que le gouvernement prenne un peu ses responsabilités, parce que vous savez que tous ces syndicats sont payés par des subventions gouvernementales, qui sont nos impôts, bien sûr. C'est nous. Et non seulement cela, c'est que nous, en fait, on finance nos comités d'entreprise, et au contraire, ça c'est très bien, parce que moi, en tant que chef d'entreprise, mon obsession, c'est non seulement effectivement de faire développer mon groupe, mais c'est aussi le bien-être de mes collaborateurs. Donc, comme je disais une fois à un syndicaliste de la CGT que j'ai eu dans les élections, il m'a dit, j'ai dit, vous savez ce que c'est ? Faites un sondage. Faites un sondage auprès de tous les salariés. Vous allez dire faites un stage. Non, ça je lui ai fait déjà. Je lui ai dit faites un stage parce que ça c'est la base de tout. Mais je lui ai dit à un moment donné faites un sondage. Arrêtez de nous stigmatiser. Ouais, c'est vrai. Donc pourquoi on ferait pas grève ? Mais vous vous rendez compte que si aujourd'hui tous les patrons et les PME de France faisaient grève. De cotisation par exemple patronale ? Alors, de cotisation patronale, ça serait dramatique. Salaire, on le ferait pas parce qu'on aime trop notre personnel. Ouais. Non, mais parce qu'on aime trop notre personnel. Mais on pourrait, parce que ce serait une catastrophe. Mais on l'aime trop, on peut pas se permettre. Mais oui, arrêtez de payer, arrêtez d'être ponctionné. Donc à un moment donné, on veut tout accepter. Il faut que ça soit un travail d'équipe global. C'est un travail d'équipe. Alors, quand on vous écoute, on voit que vous êtes un communicant, clairement, Eric Haddad. Communiquer, c'est un peu les maîtres mots, un des maîtres mots qui vous permettent de trouver des solutions aussi aujourd'hui, j'imagine. Est-ce que c'est, par exemple, ce que vous conseillez aux entrepreneurs pour s'en sortir en général, de dire les choses, l'authenticité dans les relations de business, etc. Est-ce que c'est pas un maître mot chez vous, ça, justement ? Moi, le maître mot, en fait, à la base, ça a toujours été la communication. Quoi qu'il arrive. Parce que quand il y a un problème, il faut discuter. Quand il y a un souci, il faut se poser, il faut échanger et écouter aussi, c'est important. Et en fait, je dirais que même au-delà de ça, il faut être dans l'anticipation. Essayez d'anticiper ce qui pourrait se passer. Et quand vous arrivez à anticiper, vous évitez beaucoup de problèmes. À communiquer en amont ? Toujours à communiquer, bien sûr, c'est important. Moi, chez Connect, dans mon groupe Connect aujourd'hui, travail temporaire, j'ai pas besoin d'attendre que mes collaborateurs me demandent des augmentations. C'est systématique. Tous les ans, j'ai un comité de direction, je fais le point. Si vous êtes en train de recruter en ce moment, on fait un appel à vos auditeurs. Je peux vous dire, chez Connect, en plus, on cherche des responsables d'agence sur toute la France, des consultants sur toute la France. D'accord. Écoutez, j'ai 50 postes ouverts aujourd'hui à pourvoir au sein de mon groupe. Donc, j'espère que ça ne tombera pas dans l'oreille d'un sourd. Il faut. Comment est-ce que vous choisissez les projets que vous défendez, Eric Haddad ? C'est une histoire de goût ? En fait, c'est une histoire de goût, c'est une histoire de feeling. C'est-à-dire que, aujourd'hui, comme on le disait tout à l'heure, en fait, je pense que dans la vie, il faut aussi rendre un petit peu ce que la vie nous a donné. On a eu la chance, en tout cas en ce qui me concerne, la même chose pour Kit Keller. Tous les deux, vous avez travaillé votre chance. On est issus de l'immigration, on a travaillé chacun dans sa passion, chacun dans son domaine. Mais je pense que, en fait, ce qu'il faut, c'est être passionné de ce qu'on a envie de faire. Toi, t'es passionné depuis tout le temps, et voilà, il l'a fait avec excellence, il l'a fait même. Ça, en fait, l'excellence, c'est la passion, quoi. L'excellence, c'est la passion. C'est-à-dire que si vous voulez le matin et que, en fait, quel que soit ce que vous allez faire, vous êtes pas content, c'est dramatique. En fait, quand vous êtes au top, d'abord, vous pensez même pas que vous travaillez. Vous êtes vraiment dans votre univers, quoi. C'est exactement ce que je suis en train de faire. Je ne travaille pas, mais j'adore ce que je fais, mais je travaille quand même. On voit. Sud Radio, c'est excellent. On revient avec le DJ star du hip-hop français Cut Killer et l'excellent entrepreneur Eric Haddad à la tête, entre autres, de Connect, le spécialiste du travail temporaire. Restez là, on revient les copains, tout de suite. Shiva, le spécialiste du ménage et repassage à domicile depuis 20 ans, présente Sud Radio, c'est excellent, Judith Belair. C'est excellent sur Sud Radio, l'émission qui crée le lien avec l'icône des DJ, Cut Killer, et l'entrepreneur engagé, Eric Haddad. Allez les copains, on va se faire encore plaisir avec Cut Killer en musique. C'est 3 bandes originales de films cette fois-ci.
On l'a compris après, rien. Bien compris. Je voulais quand même que les auditeurs entendent le cut, quoi. Oui, tu entends bien. Bien, on y est, là. Allez les high five, montrez-nous vos capacités. La foule est animée, tous les joueurs déterminés. C'est Cut Killer sur Sud Radio. Alors Cut Killer, j'ai choisi quelques extraits de BO. Il y a 2 films et puis il y a aussi le Bass-Cup de Tony Parker. Hein, donc vous faisiez le générique entre 2011 et 2014. Le générique et la musique, le soundtrack avec Hervé Rakoto. Ouais. On a fait toute la musique de toute la série, c'est de saison et Hervé Rakoto, avec qui je travaille aussi sur le remplaçant, parce qu'on est une équipe qui fonctionne, je pense que depuis 25 ans. Donc j'adore. Toujours Hervé. les mêmes en fait. Hein, moi, je travaille toujours en famille. Hein. Ouais. Ça, on l'avait compris. C'est comme ça. Hein. Alors, il y avait aussi La Squale de Fabrice Genestal qu'on a entendu, qui est sorti en 2000. Ma première bande originale de film. En fait, j'ai cette chance d'aimer le cinéma et de trouver en fait une corrélation avec la musique et puis l'image. J'adore l'image, donc du coup c'était mon premier film où je m'occupais de toute la musique du film. Alors il y a 2 choses. Hein. La bande originale, c'est de la musique qu'on fait pour raconter le film, et puis le soundtrack, donc la musique du film, c'est la musique qui accompagne les images dans le film. Donc du coup là, je m'occupais des 2. D'accord, c'est complet quoi. On essaye. Et alors, il y a eu les Kaira aussi de Franck Gastambide, qui était en 2012. Exactement. C'était ça, le fameux Nicolas Police, on peut dire, parlons vrai sur Sud Radio. Vous en avez réalisé bien plus, d'ailleurs, des BO sur votre chemin. Et c'est pas pour rien, parce qu'en fait, avant de devenir DJ, on l'a dit tout à l'heure, vous vouliez être réalisateur. Non, pas réalisateur, je voulais... Comédien, réal, non pas plus comédien rien, non plus. Tout ça, c'était quoi, là? En fait, c'est pas clair. Je voulais être, en fait, derrière la caméra et trouver, en fait, quelque chose qui réel quand même, quoi. Alors le réel, bien évidemment, mais quand j'ai compris ce que ça racontait, je me suis dit quand même, avant ça il faut comprendre ce que ça raconte. Mais scénariste, c'était dans un premier temps ce que je voulais faire, et puis après effectivement réalisateur. Mais bon, après je me suis vite rendu compte qu'il y avait beaucoup de travail. Mais là, c'est pareil, dans le DJing il y a beaucoup de travail aussi après. Au départ j'étais DJ, puis après je suis devenu compositeur, puis après producteur, et de là j'ai compris en fait tous les rouages. Et c'est 3 rôles qui vont ensemble en fait, hein. C'est un peu indissociable. Oui et non, parce que un bon DJ fait pas un bon producteur. Hein. Ça marche pas comme ça. Je vois pas ce que vous voulez dire. Tu prends des... Alors pour la petite anecdote, quand même, chers auditeurs, il y a Eric Haddad, on le sait, qui est sur le plateau avec nous, et qui, ici présent, il avait un voisin qui a imprimé une des premières affiches de soirée de Cut Killer en 2003. Enfin, c'est pas une des premières, hein, vous avez commencé à 89, on l'a dit, mais bon, c'était il y a quelques années quand même. Racontez-nous ça d'ailleurs, parce qu'en fait, avant de rencontrer Cut Killer aujourd'hui, Eric Haddad... Je l'avais jamais vu, je l'avais vu qu'en photo. Mais vous aviez vu ces fameuses affiches. Complètement, je l'ai toujours suivi, je l'ai vu en photo et tout, donc j'étais vraiment très content d'avoir mangé ensemble et puis de s'être croisés. Et en fait, à chaque fois, donc j'avais un de mes imprimeurs qui était effectivement donc en bas de mes bureaux et qui avait fait toutes les affiches et donc de Cut Killer et d'autres DJ. Donc à chaque fois que je descendais en bas pour boire le café, je l'avais toujours en face de moi, quoi. Et alors là, je vous appelle et je vous dis. Et vous me dites exactement, tiens, on va faire un plateau et puis on va manger un petit peu ensemble avant. Ah, je dis c'est pas possible, donc j'appelle mon ami. Il était en transe, quoi. Donc je lui dis, ça te dérange pas de me donner ce collector là? Il m'a dit avec plaisir, au contraire. Et donc voilà, je lui ai amené. Et j'ai eu l'occasion en plus de faire un FaceTime avec, parce qu'il voulait absolument le voir et lui parler. Et gentiment, donc bien sûr. Alors ce qui est marrant, c'est qu'il y a 20 ans, l'un comme l'autre, vous étiez pas au même endroit. Hein. Vous étiez en train de créer vos chemins quand même. Il fallait avoir de l'imagination, hein, l'un comme l'autre aussi, j'imagine. Est-ce que finalement, c'est cette imagination-là qui vous a poussé à mener à bien justement vos projets respectifs? Et qu'est-ce qui a fait la différence, par exemple? Allez-y. Au-delà de l'imagination, je pense que c'est notre histoire, quoi. Ce que je disais, en fait, vous savez, j'ai une anecdote. Un jour, mon fils vient me voir et il me dit, papa, tu sais, je serai jamais comme toi. J'ai été choqué. Je lui ai dit, mais c'est-à-dire comme toi? Il m'a dit, papa, tu continues encore à travailler beaucoup aujourd'hui, tu entreprends, tu crées des sociétés, mais je n'y arriverai jamais. Et je lui ai dit, mais détrompe-toi, tu vas le faire avec ta propre histoire. Parce que comme il m'a dit, j'ai pas la même histoire que toi. Nous, j'ai eu la chance, moi, de vivre déjà avec beaucoup plus d'aisance. Nous, on n'a pas connu ça, en fait. Ce qui est parti, c'est qu'on avait une volonté, une rage. Vous aviez faim, quoi. On avait faim, on voulait faire la différence. En tout cas, c'est l'histoire de tout entrepreneur ou tous ceux qui sont dans leur passion et dans leur
business, on avait envie d'abord de se prouver à soi-même qu'on était capable, parce qu'aujourd'hui on entend tous les problématiques ici de l'immigration, le 9-3, etc. Moi je suis encore resté dans le 9-3, donc bon, c'est pour vous dire. Mais vous êtes à Noisy, hein, ouais, c'est ça. Complètement. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, celui qui veut, en fait, il peut. Moi j'ai toujours eu, c'est-à-dire que quand on veut, on peut, c'est vraiment vrai. Oui, ça. quand on veut, on peut, et ne pas se fixer, en fait, de barrières, quoi. Je veux dire, il y a des exemples partout autour de nous. Il y a des gens qui sont partis de rien, qui ont vu grand et qui se sont pas posé de questions. Ils se sont donné les moyens, quoi. Ils se sont donné les moyens, mais ils se sont pas posé de questions, parce que des fois, se poser trop de questions, ça met un frein. Vous savez, c'est comme quand vous êtes devant la piscine, vous savez pas nager, il y a deux solutions. Il y a deux types de personnages. Celui qui va rester devant le bord de la piscine toute sa vie, et qui va se dire j'ai peur. Et il y a celui qui à un moment donné il va se dire je plonge, j'apprendrai à nager au fur et à mesure où je me noie. Et quand vous êtes dans l'eau, vous pouvez plus vous noyer, donc il faut bosser et il faut y aller, quoi. On se posait pas de questions en fait. Finalement nous quand on a commencé, c'était très simple. Moi, comme Eric, je voyais mon père travailler, il se levait à 5-6 heures du matin. Et je lui ai dit, moi, je ferai jamais ce que tu fais. Déjà, de base, j'aurais pas de patron. Et en fait, je me suis créé ma propre entreprise, finalement, en étant autodidacte et surtout indépendant. Et quand tu commences, forcément, tu es dépendant de patrons de club, de patrons de bar, et puis tu commences à comprendre les rouages du système. Et très vite, on a commencé à organiser nos propres événements, à gérer des associations, puis après des entreprises, parce que ça coulait de source, finalement. Et j'ai commencé ma première entreprise, on avait 16 employés, puis après, on est passé à 350 avec toutes les équipes de rue dans toute la France. Magnifique. Parce que, en fait, on se disait, le modèle économique n'existe pas, on l'invente et on fait comme ça. Et au fur et à mesure, tu comprends que pour perdurer, il faut travailler d'arrache-pied. Il faut s'engager, quoi. C'est la force de l'engagement. C'est une passion. Et comme disait Eric, moi, je me posais pas de questions. Pour moi, c'était logique. Et dès que j'ai commencé à avoir mes premiers gros chèques en signant chez Universal, au lieu de les garder chez moi, je réinvestissais automatiquement pour créer, en fait, une deuxième, troisième entreprise pour pouvoir faire en sorte de créer la production, les éditions, la manière de gérer les équipes de rue. Et alors, ce qui est intéressant quand on vous écoute, c'est que vous êtes un des premiers à avoir réfléchi comme ça, simplement parce que vous avez traversé l'Atlantique, que vous êtes allé à New York et que vous avez vu Cut Killer, comment ça se passait là-bas, en fait. On le sait, Puff Daddy, c'est un de vos, entre guillemets, parrains, par exemple. Donc, quand vous voyez ces monstres en fait de scène qui sont aussi des monstres de business, en fait, vous vous dites en rentrant, faut faire pareil, il faut mettre tout ça au carré. La problématique, c'est qu'en France, la problématique, c'est que moi, je suis ici d'une deuxième génération. La première génération dans le mouvement culturel hip-hop, c'est Dynasty avec tous les. Il n'était pas très partageur, lui, après. Non, c'est pas ça. C'est pas qu'il était partageur, c'est que dans le business, c'était pas notre modèle économique. Oui. Et en fait, j'arrive fin 80, début 90, et j'essaie de comprendre comment on peut faire. Et quand j'arrive là-bas, je vois aux États-Unis qu'effectivement il y a des DJ qui font du marketing pour des marques de voitures, de fringues, de joaillerie, et je me dis mais je comprends pas, il fait quoi, c'est pas Dynasty, il est DJ ou il est entrepreneur? Il était dans la musique, lui, et donc je me posais la question, je fais mais les disques que tu reçois, en fait nous on a créé un record pool, et les flyers que tu fais là, écoute, parce que nous on fait du street marketing, le marketing que toutes les marques font, c'est via télé, via presse et autres. Nous on va directement dans la rue, et en fait des hommes sandwich de l'époque, on les a mis en 2.0 de l'époque. On s'est dit on va créer la dynamique pour cibler une certaine des certaines personnes qui font qu'ils vont acheter automatiquement parce qu'on sait comment leur parler. Voilà, c'est bon. Merci. On y va. J'arrive et je crée la première boîte de street marketing en France. Et c'est comme ça que vous montez à 350 personnes. Mais ça allait très vite parce que finalement je suis pas tout seul. Parce qu'une fois que tu montes ça, tu étais leader sur le marché pendant une année. Et après tu vois que tout le monde est arrivé derrière. T'as innové. Et donc du coup après il faut tenir le cap. Eric Haddad, on le disait, vous aussi vous êtes un serial entrepreneur qui multiplie les expériences et qui donne aussi donc leur chance à ceux qui sont déterminés dans leur chemin. Ça vous importe beaucoup. Un peu comme vous d'ailleurs, a priori. Vous avez par exemple aidé Cyril Benzaken, que j'ai eu le plaisir de recevoir ici, le 6 fois champion du monde de kickboxing. Sponsorisé, pas aidé. Sponsorisé. Excusez-moi, aidé, sponsorisé. On va pas jouer sur les termes. J'ai eu le plaisir de le recevoir ici. Vous produisez aussi une chanteuse et puis d'autres artistes. Donc en fait, c'est un besoin pour vous d'innover tout le temps et d'aller chercher des nouveaux sujets, etc. D'ailleurs, une chanteuse, je dis ça, je dis rien, il y a peut-être un pont. On peut faire aujourd'hui.
Allez-y, Eric. Non, en fait, je crois que c'est dans mon ADN, quoi. C'est-à-dire que, vous savez, il y a des gens qui ont besoin de bouger tout le temps, de faire un certain nombre de choses. Moi, mon petit frère, c'est un malade du sport. Il court tout le temps. Je lui dis, arrête, Forrest, tu cours pourquoi? Il arrête, il court. Bon, moi, en fait, c'est mon ADN. J'aime entreprendre, j'aime créer, j'aime aider, en fait. Ce qu'on disait tout à l'heure, de pouvoir redonner aussi ce que la vie nous a donné. Et des fois, en fait, il y a tellement de talents, en réalité, en France, qui n'ont pas la possibilité, en fait, d'être aidés. C'est-à-dire que des fois, on a juste besoin d'un petit tremplin, un petit coup de pouce pour que ça fasse quelque chose de superbe. Donc aujourd'hui, c'est vrai que au-delà de mes activités principales et de mes activités qu'on continue à développer, je reste toujours très ouvert à des opportunités. Et beaucoup à la boxe aussi, oui, la boxe, en général. Ça, c'est une passion depuis l'âge de 14-15 ans. Ouais. Parce que vous avez aussi financé au tout début de sa carrière Souleymane Sissoko, que j'ai on a sponsorisé aussi, champion olympique, qui est quelqu'un d'extraordinaire, quelqu'un qui a des valeurs. Parce que vous l'avez bien compris, que je suis très sensible moi aux valeurs morales et aux valeurs humaines, et Souley fait partie effectivement de ces gens-là, quoi. Et c'est pour ça qu'on crée MyConnect Artist et MyConnect Box. Et donc du coup, si vous cherchez en fait et moi j'ai un chèque en passant, ça peut être pas mal. MyConnect Artist, ah bah ça c'est pas mal, ça. Ne vous en faites pas, vous allez trouver votre voie. C'est moi qui vous ai connecté en même temps. On s'est connecté, exactement. On s'est connecté. Vous avez un autre truc en commun tous les deux, c'est votre esprit de compétiteur. Vous êtes des compétiteurs l'un comme l'autre. Est-ce que c'est obligatoire d'être compétiteur pour y arriver dans vos secteurs respectifs? Peut-être quelqu'un pourrait commencer. Mais c'est la base. En fait, la compétition, déjà, on l'a à soi-même. Tous les jours, on se lève, on s'automotive quand il arrive. Et quand on voit effectivement d'autres entités ou d'autres personnes qui font relativement la même chose que nous, ou qui développent d'autres parce qu'ils ont envie de se diversifier et qui font d'autres choses, on les voit et puis on se dit, à mon avis, non, il faut que je fasse mieux là. Il faut que je fasse mieux. Quoi qu'il arrive, c'est la compète, quoi. Donc, faut être le meilleur, quoi. Le meilleur, on ne sait pas si on est les meilleurs. Il faut essayer. Mais en tout cas, on dit toujours, on fait le max pour que nos projets à nous soient les mieux possibles, et surtout qu'on fasse en sorte que les gens c'est pas qu'ils adhèrent automatiquement, mais qu'on leur donne une direction. Parce qu'en vrai, moi, quand je fais de la musique, dans ma production, je me dis pas, il faut que je vende plus pour que ma boîte soit mieux. Qu'est-ce que vous dites? Je me dis automatiquement, comment je pourrais rendre heureux, en tout cas quand je mixe les gens et leur faire oublier leurs problèmes. Et j'ai une question pour vous. Est-ce que la musique, elle doit vous plaire avant que vous la fassiez écouter au public, ou c'est l'inverse? Ou c'est par rapport à la réaction du public que vous allez... Non, le public, si on commence à jouer avec le public, ça marche pas. C'est foutu. Ça marche pas. C'est déjà, si ça nous plaît à nous, déjà, c'est un grand moment. Mais si les gens ne comprennent pas, c'est pas très grave. Il y a toujours un public, quoi. 10... 1 million, pour moi, c'est pareil. C'est comme quand je mixe, à un moment donné, je peux mixer pour des potes parce qu'ils me disent, je fais un petit truc, c'est comme ça, c'est 100 personnes, et le lendemain, je fais 40 000. Pour moi, c'est pareil, en fait. J'y vais. Eric Haddad, vous avez 1 minute 46 pour répondre. Bam, bam, bam. 1 minute 46. Non, mais c'est vrai, je pense vous êtes un compétiteur, vous aussi. On est obligé d'être un compétiteur, parce qu'en fait, on a envie de gagner, quand même, quoi qu'il arrive. On a envie de gagner, comme le disait tu viens de le dire, on ne sait pas si on va y arriver, mais en tout cas on se donne les moyens. On se donne les moyens pour être le meilleur, parce que faire les choses sans savoir qu'on va y arriver, on y va quand même, quoi. Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure, avec ma métaphore. Oui, il faut pas se poser de questions, en fait. Quand on croit en quelque chose, mais j'ai bien aimé aussi le fait, c'est qu'on se met nous-mêmes déjà en compétition. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui encore, je me remets en question. Je me remets en question tous les jours. Est-ce que j'ai été bon là? Est-ce que j'ai fait ce qu'il fallait? Est-ce que j'ai dit ce qu'il fallait? Et on essaye de systématiquement, en fait, il faut considérer qu'on est toujours là pour apprendre. Si on a l'impression qu'on sait tout, qu'on a tout vu, etc., c'est mort. C'est mort. Voilà. Je sais que je ne sais pas. Voilà, exactement. Je sais que je ne sais pas. Donc, on est là, on continue à apprendre, on continue à avancer, quel que soit dans son... Moi, ce que j'ai aimé depuis tout à l'heure dans ces échanges et dans ces interviews, c'est qu'on évolue, en fait, dans des mondes complètement différents. Vous êtes très connectés. La musique, etc. et depuis tout à l'heure, je t'écoute et j'ai dit, mais on a les mêmes modes de pensée. Ah, mais c'est ça dans l'émission. On a les mêmes modes de pensée, quoi. C'est extraordinaire. Mais oui, mais c'est extraordinaire. On s'est connecté. Et qu'on soit dans cette émission, qu'on soit fromager aux stars du cinéma, on raconte la même chose. Et c'est ça qu'on raconte tous les jours. C'est génial. C'est très important. Et ben, Cut Killer, Eric Haddad, vous allez rester avec moi encore un petit quart d'heure. Il nous reste encore un bon quart d'heure ensemble. Et on revient tout de suite, chers auditeurs. À tout de suite. Shiva, le spécialiste du ménage et repassage à domicile depuis 20 ans, présente Sud Radio 7 Excellent, Judith Belair.
Bienvenue dans cet excellent. Si vous nous rejoignez, c'est sur Sud Radio évidemment. Ce soir, vous pouvez écouter un monument du hip-hop français, le DJ et producteur Cut Killer, en compagnie de Eric Haddad, l'entrepreneur d'excellence. Alors sur la transmission, messieurs, je vais commencer avec vous, Cut Killer. Cut Killer, vous, c'est en regardant entre autres le DJ Dynasty que vous est venu l'envie de mixer. En fait, il y avait lui, il y avait Cash Money. Cash Money, un DJ de Philadelphie qui a fait une démo effectivement à Paris au Globo à l'époque. Lui, il partageait pas beaucoup Dynasty, on l'a dit tout à l'heure, mais il était un peu enfermé dans sa bulle et. Non, je sais pas qu'il partageait pas. C'est que Dynasty était pour nous, en tout cas, notre maître d'école. Ouais. Quand tu écoutais ses émissions de radio, en fait, il nous donnait en fait tout parce qu'on savait pas qu'il avait une bio, tu vois. Du coup, en fait, il nous donnait tout le CV de l'artiste qu'il allait jouer. Et on se disait mais comment il connaît ça? On n'a pas internet, on sait pas comment on fait. Et je trouvais ça fou. J'écoutais la radio, je me dis comment il. Oh là là, mais c'est extraordinaire, c'est un puissant ce mec, c'est extraordinaire. Et en fait, il avait ses fiches quoi, comme tout bon. Mais nous on savait pas. Mais surtout que c'était un mouvement émergent, donc pour nous c'est juste on découvre. Et en soirée, bah oui, il partageait le fait que de mixer, puis nous on apprenait en le voyant. Mais de dire qu'il a pas partagé, c'est pas vrai. Non, il a partagé sa musique, mais peut-être pas sa technique. C'est ça que je veux dire. Cette technique, il l'a montré. Après, c'était à nous d'être autodidactes et on se débrouille. C'est vrai qu'il n'y avait pas de cours à l'époque. Aujourd'hui, on a des l'UCPA ou d'autres organismes qui ont, parce que c'est depuis 7 ans maintenant, on a un diplôme d'État pour devenir DJ, technicien, ingénieur du son. Mais à l'époque, il n'y avait pas d'école de DJ pour apprendre. Et alors, vous avez partagé, vraiment, pour le coup, Cut Killer, et vous en avez un très bon exemple de votre volonté de partage, c'est la star DJ Snake, à qui vous avez donné sa chance à ses débuts, tout simplement, et qui dit de vous, je l'ai dit en début d'émission, que vous n'êtes pas une star, mais une légende. Alors lui, c'est pareil, il vous a regardé avec des grands yeux quand il a commencé. Aujourd'hui, il est internationalement connu, et c'est vous qui l'avez fait monter sur scène la première fois. Non, c'est pas ça. Alors, ça, vous avez ouvert la porte, en tout cas. J'ouvre les portes parce qu'il a 13-14 ans, c'est DJ Samat qui nous le présente, et il a envie de devenir DJ. Donc le mardi soir, on a notre émission sur Sky de minuit jusqu'à 4h. Et je le vois là et je me dis mais t'as pas cours toi, parce que chaque semaine il venait, je me dis mais il a pas cours non? Si j'y vais en cours après. Ok, mais ta mère a sait que tu viens? Je dis c'est justement ma mère qui m'a laissé. Donc, parfait. Elle venait le chercher. Et non pas du tout, il venait avec ses potes et 14, 15, 16 et puis tu vois que finalement il est accroché, il est motivé. Il est là, quoi. Et puis il y a un moment où à 17 il commence à être relativement un peu plus ou moins connu, en tout cas sur sa région et Paris. Et puis là on lui donne des clés, on lui dit écoute, si tu veux faire ça, mais s'il n'y avait pas eu ça sur son chemin, vous êtes conscient qu'il en serait peut-être pas là où il en est non plus. Comme si j'étais pas allé à New York. C'est le facteur rencontre. Oui, le facteur rencontre aussi, mais après on en a rencontré énormément des DJ chaque fois. Mais on donne la chance, mais c'est pas une. Comment vous choisissez de donner la chance à lui et pas à l'autre? Parce que c'est la motivation, c'est le regard, c'est comment il est, c'est tous les jours. C'est comme dans tout en fait. Dès que tu vois qu'il y a quelqu'un qui a envie, c'est pas tout de suite, ça se fait au fur et à mesure. On le voit par rapport. Vous jaugez un peu avant quoi. Bien sûr, c'est obligé. Et puis même pendant, après, pour savoir s'il était toujours motivé. Bien sûr. Il faut savoir que même quand tu arrives, moi je me juge tout le temps. Dès que je me lève, je me juge. Si je me lève jauger, j'ai pas dit juger. Je me jauge, c'est ce que j'ai dit. Je le jauge quoi qu'il arrive, mais c'est sûr que quand tu le vois arriver à un certain stade de manière internationale, il se pose tellement de questions. D'ailleurs, et c'est aussi parce qu'il est justement la remise en question, ça aide à grandir quoi. Mais tout à fait. Les étoiles. Même quand on est en haut, en fait, on n'est jamais en haut. Finalement, on a beau se dire, mais bien sûr, parce que on se dit pas qu'il y a autant de travail, on se dit pas qu'on. On sait pas où on met l'image des DJ de toutes les façons, ça a toujours été mais tu fais tic et puis tu mixes 2 heures et puis merci au revoir et tu touches un cachet. 3 millions de cuts, c'était beaucoup plus compliqué que ça. Ouais, mais bon, malgré tout, c'est comme les footballeurs ou c'est comme les sportifs de haut niveau, MMA, nanana. Je fais mais vous vous rendez pas compte du travail. Ouais, mais quand même c'est oui, ok, très bien. À partir du moment où on est compétiteur, des gens travaillent beaucoup. Déjà. Donc du coup, on y va, on se pose pas de questions. Alors sur la transmission aussi, pour continuer là-dessus, vous, Eric Haddad, vous êtes dans la création de l'énergie de groupe, c'est hyper important. Insufflé par la vôtre évidemment, puisque vous êtes à la tête de votre groupe et vous le transmettez à vos employés
tutoyer à vos collaborateurs, ça c'est très important. Et pour renforcer le lien, par exemple, vous les avez emmenés avec vous en week-end à Marrakech. Vous étiez 99 personnes quand même, c'est assez fou. Bravo, c'est excellent. Pour vous, c'est fondamental et c'est aussi comme ça qu'elle fonctionne, votre entreprise, non? Oui, justement. c'est l'ADN de notre entreprise. C'est-à-dire que je disais aussi une fois, c'est qu'on parlait de partage de richesse. En fait, justement, nous, en tant que chef d'entreprise, aujourd'hui, notre objectif, c'est de partager aussi nos richesses. C'est-à-dire que quand on a la possibilité de faire profiter nos collaborateurs et d'organiser ce genre de séminaire, ça crée d'abord un lien. En fait, on est dans un autre contexte que celui du professionnel. Donc, il y a un peu de barrières déjà qui descendent et on peut échanger, on peut mieux connaître encore plus ses collaborateurs. Et c'est le but, en fait. Et c'est le but. Et donc, nous, notre ADN, c'est ça. C'est vraiment quand on parle toujours... de redistribution de la richesse, on est en plein dedans, là. C'est-à-dire que c'est pas forcément des gens qui pourraient se l'offrir, ce fameux week-end, et qui viennent. C'est un week-end magnifique qu'on a fait à Marrakech. C'était vraiment extraordinaire. Je trouve que c'est l'un des plus beaux pays accueillants pour moi. D'une gentillesse... En fait, voilà, quand c'est le tourisme. C'est un peu une clé de votre succès, ça, non? Vous pensez pas? C'est pas une. C'est fédérer, vous fédérez, oui, voilà. vous faites adhérer à vous, quoi. Alors en fait, je vais même aller plus loin. En fait, j'aime l'humain. C'est ça, c'est une aventure humaine. C'est peut-être un peu, j'aime l'humain. Donc, à partir du moment où vous aimez l'humain... C'est pas galvaudé, je vous rassure. Non, voilà. À partir du moment où vous aimez l'humain, bon, après, malheureusement, en face de vous, peut-être avoir des gens qui n'ont pas du tout la même vision que la vôtre. Mais quand vous êtes sincère, en fait, voilà, moi, je fonctionne énormément. Au-delà de, bon, je suis très pragmatique dans mes affaires. Je sais où je veux aller, je sais exactement ce qu'il en est. J'essaie de m'entourer des meilleurs parce que aujourd'hui, je voulais quand même aussi insister, c'est que la réussite, on parle de réussite, on parle de suite, mais c'est pas la réussite d'un homme, c'est la réussite d'un groupe. Équipe. C'est la réussite d'un groupe, d'une équipe. Sans mes collaborateurs, je serais pas ce que j'ai pu être aujourd'hui, et vice versa. Et sans moi, j'aurais peut-être pas donné le lead et l'orientation en fait dans laquelle on souhaitait aller. Il serait pas parti en week-end à Marrakech. Il serait pas parti en week-end à Marrakech. Ça m'aurait fortement gêné et dérangé parce que bon voilà, plus ils sont heureux et mieux je me porte. Parce qu'un collaborateur heureux. Ah bah écoutez, alors vous allez postuler en fait sur myconnect.fr et vous allez postuler chez Connect, il y aura pas de problème. Et le prochain c'est Miami, donc ça. Voilà. Et on va faire Miami avec Cut Killer en DJ. Là ils vont devenir fous là. Si je fais ça, c'est direct. Je fais des soirées de comité d'entreprise. Je sais, c'est génial, c'est top. Alors assez rapidement, je vais revenir sur votre première fois quand même. Vous, Cut Killer, votre première chose, quand même, je tiens à le dire aux auditeurs, c'est à Saint-Ouen. Vous aviez 17 ans, c'était avec DJ Frank des IZB. Est-ce que vous vous souvenez de l'exacte sensation que ça vous fait d'arriver derrière les platines ce jour-là? Est-ce que vous êtes, dans quel état vous êtes cette première fois? C'est très simple en fait. On a une espèce de sensation au départ où on est complètement challenger, donc du coup je me rappelle du flyer où on est troisième, on est 3 DJ, on est troisième, nous on nous prend pour personne puisqu'on donc on se fait notre petit bonhomme de chemin, on essaie de faire en sorte que les gens comprennent ce qu'on joue et surtout de se faire valoir. Et la deuxième, deuxième après-midi je suis deuxième et la première, la troisième je suis premier. Ça c'est le premier cadre, ça c'est la montée en puissance. La sensation, elle est extraordinaire. Mais là où je la comprends de manière violente, entre parenthèses, c'est j'ai le championnat de DJ, ça c'est 3 mois après de France. Et une semaine avant, il y a des platines ouvertes et micros ouverts avec Dynasty en juré à Châtillon. Et en fait, tu dois t'inscrire sur une liste et puis tu vas passer au fur et à mesure. Et donc du coup, toi, t'es dans le public puisque forcément personne te connaît. Et c'est un peu comme dans 8 Mile avec Eminem. Et ton nom, on t'appelle, donc tu montes sur scène, tu poses, tu installes ton matos et puis tu fais ta démo. Et puis sorti de la démo, là tu vois, il y a personne qui te connaît au départ. Et puis dès que j'ai fini, tout le monde fait ouais. Et là c'était Cut Killer. Et là tu fais la dingue. Là c'était violent. Là je me dis il y a quelque chose. Et c'est la sensation, elle est folle parce que tu t'en rends pas compte. C'est ça que vous cherchez toujours en fait. On cherche toujours parce que de toutes les façons, même quand c'est acté, les gens te disent toujours, parce que c'est vrai que c'est un peu technique, mais quand on dit les gens, moi je comprends pas tout ça là. J'ai mis très beau. Non mais j'ai mis 10 ans en fait avant déjà de comprendre pourquoi les gens voulaient des autographes. À l'époque ils prenaient pas de photos, ils demandaient des autographes et autres. Et je disais mais tu sais, moi je passe juste de la musique. Ouais mais tu te rends pas compte de ce que tu fais et tout. Donc du coup ça c'est proprement. J'aurais pas le temps de poser la dernière question de l'émission, mais je vais avoir le temps de vous demander très rapidement à vous, Eric, justement si vous vous souvenez de votre premier contrat, de votre première fois. Je me souviens je me souviens du moment où j'ai pris la décision de créer ma première société il y a 30 ans en fait. C'est une société dans le domaine de l'éclairage public qui s'appelle Imobat en fait. On travaille avec toutes les collectivités locales en Île-de-France et ça fait 30 ans donc que j'ai toujours cette entreprise au sein de mon giron. En fait c'est le stress. J'avais un petit peu d'argent de côté et en fait il fallait que je mette tout.
Et est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas? Et j'ai tout mis, en fait. Et c'est là où ça a été la sensation qui était terrible, parce que ma vie, en fait, elle a basculé à ce moment-là. Au moment où j'ai pris cette décision. Ça aurait pu ne pas marcher, mais ça m'a permis effectivement de marcher et ensuite d'investir et continuer à investir. Et aujourd'hui, vous êtes content de l'avoir fait. Et aujourd'hui, je suis content, mais cette décision que j'ai prise, ça a été pour moi la plus forte. Et surtout la plus compliquée, quoi. Je mettais en péril ma famille, si je partais à un échec, mais je pensais pas à l'échec. Dans ma tête, j'étais persuadé que j'allais réussir. Donc on est à fond. Jamais douter. Ben voilà, chers auditeurs, ça sera la clé qu'on vous donne ce soir. Ne jamais douter, toujours croire en ce qu'on fait, et surtout rester authentique. Ça résume bien ce qu'on s'est dit. Super. Alors c'était excellent sur Sud Radio. Merci à tous les deux de votre passage par les studios de Sud Radio. Moi je dis merci à toi. Vous avez le droit. Toi, moi je vous vois quand même. Alors, tout le monde sait que vous êtes mon pote maintenant, mais c'est pas grave. C'est excellent et c'était excellent sur Sud Radio. Faut aller acheter le livre de Cut Killer, un mixtape 2.0 sorti chez Robert Laffont, les copains. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous allez apprendre plein de choses sur l'histoire du hip-hop français. Et pour les aficionados, tout y est et c'est du pur plaisir. Le groupe Connect de Eric Haddad est à votre disposition, chers auditeurs, que ça soit pour trouver du travail ou pour en proposer. Sur l'application MyConnect. Voilà, c'est MyConnect avec 2 N et 2 T. Attention, c'est très important. Et puis n'hésitez pas à la télécharger, cette application. On doit la télécharger. C'est le Tinder de l'emploi, j'adore. Génial. Merci à tous d'être là au rendez-vous comme chaque dimanche soir. C'est excellent, on sera de retour la semaine prochaine. Un bisou à Lucille Montier qui réalise pour vous aujourd'hui, sans oublier Sud Radio, ses équipes. Vous pouvez tout réécouter évidemment en podcast sur Deezer, sur sudradio.fr, la chaîne YouTube de Sud Radio. On a largement dépassé les 700 000 abonnés. Bravo, merci à tous. Et puis bisous, les copains, à la semaine prochaine. C'était excellent. Avec Shiva, le spécialiste du ménage et repassage à domicile depuis 20 ans.